parole de Christophe Guiton pour nous parler d'une étude comparative qui a été faite dans 2 lycées professionnels de l'Académie d'Aix-Marseille. Êtes-vous prêt, Christophe? Absolument. Alors, je vais partager l'écran. Donc, je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2017, donc bien avant le confinement, à l'origine sur la comparaison au sein de l'enseignement professionnel entre 2 CFA et 2 lycées professionnels. J'ai ramené les informations aujourd'hui à la situation des 2 lycées professionnels parce que je n'aurai évidemment pas le temps de traiter des CFA. On a travaillé sur 2 lycées professionnels de l'Académie d'Aix-Marseille. L'un qui est en zone d'éducation prioritaire, dans les quartiers nord de Marseille, et l'autre qui est situé, qui n'est pas en zone ZEP, et qui est un lycée professionnel des métiers. J'ajoute que le premier lycée, celui qui est situé en zone ZEP, a reçu depuis le label lycée des métiers, mais ce n'était pas le cas au moment de l'enquête. Donc on a 2 situations assez différenciées du point de vue de l'ancrage territorial et des caractéristiques sociales, culturelles, économiques des territoires, en particulier parce que le lycée professionnel des quartiers nord est situé entre 2 bus, 2 zones urbaines sensibles. Dans les 2 cas, on a des établissements de taille moyenne avec plus ou moins 400 élèves et des communautés scolaires de même poids à cette distinction près que en ZEP, il y avait, en tout cas à l'époque, parce que c'était remis en cause, un abondement des moyens, notamment sur la vie scolaire. On peut avancer. Alors, un premier point sur la question des régimes des responsabilités. C'est au fond, quelle est la responsabilité de l'établissement vis-à-vis des jeunes? On a une vision commune aux 2 lycées, qui est conforme à la logique de service public de l'enseignement professionnel, qui est de préparer les jeunes à obtenir un diplôme professionnel, 3 petits points, leur permettant de s'insérer dans la vie active. Et on verra que c'est un élément extrêmement important. Dans le lycée des métiers, on a une vision classique du décrochage, qui n'est absolument pas péjoratif, qui est conforme à la représentation dominante du décrochage comme un écart à la norme d'achèvement de la scolarité. Et du coup, la responsabilité de l'établissement, elle est limitée au fait de s'assurer que les décrocheurs soient orientés, c'est-à-dire aient trouvé une place en formation. Dans le lycée professionnel, en revanche, situé en ZEP, on a une vision extensive de la responsabilité qui est exprimée à travers une définition des décrocheurs, je vais détailler ensuite, comme les sortants sans solution. Et cette représentation du décrochage, elle interroge la norme en replaçant la question de l'employabilité au cœur des finalités de l'enseignement professionnel. Je vais vous la donner, c'est la diapo suivante. C'est la définition des décrocheurs, une définition interne au lycée professionnel situé en ZEP, qui a fait l'objet d'une construction au fil des années par la communauté scolaire, donc qui est une définition partagée et qui évoque la situation non pas des élèves sans diplôme, sans certification ou sans qualification, mais des élèves sans solution. Et sans solution au cours de l'été qui suit l'année scolaire. C'est-à-dire que ça englobe les jeunes qui ont quitté l'établissement en cours d'année, par abandon ou sur décision du conseil de discipline, mais également des jeunes qui, ayant échoué aux examens, n'ont pas trouvé d'établissement pour redoubler ou n'ont pas voulu redoubler, et des jeunes qui, enfin, ne se sont pas engagés dans une formation diplômante ou qualifiante et qui n'ont pas eu accès à l'emploi. Donc une définition restrictive et en même temps une définition volontariste, puisque l'objectif est précisément de ne pas laisser de jeunes sans solution. Autre élément commun aux 2 lycées professionnels enquêtés, c'est une commune mise en cause de ce qu'on appelait le rapport académique à la forme scolaire. C'est-à-dire que le point de départ, c'est que les lycées professionnels sont en eux-mêmes des dispositifs de raccrochage pour les collégiens en rupture avec la forme scolaire académique, et que donc l'enjeu de désacadémisation de l'enseignement professionnel est au cœur
de ce qu'on a déjà évoqué comme étant le rapport au savoir. Alors, différentes dimensions. La première, c'est que l'organisation même de la scolarité dans les lycées professionnels contourne d'une certaine manière la difficulté grâce au contrôle en cours de formation et à la note de stage. Deuxième élément, c'est que les proviseurs, dans les deux cas, utilisent les leviers à leur disposition pour adapter la forme scolaire au public des bacs pro et des CAP, notamment les dédoublements de classe, l'accompagnement personnalisé et le soutien scolaire. Et la troisième dimension, c'est que les enseignants sont incités, et la formulation est volontairement sobre, à rendre leurs cours plus attractifs, donc à faire la pédagogie différenciée, à mettre l'accent sur les compétences, à trouver un équilibre entre enseignement et éducation, c'est-à-dire entre transmission de savoir et de méthodologie et transmission de valeurs ou de principes. On pourra détailler évidemment. L'autre point commun aux deux lycées, c'est que l'entrée dans la question du décrochage, c'est l'absentéisme. L'absence pour absolument toutes les composantes des deux lycées, c'est que l'absence, c'est un symptôme du désengagement. Alors, avec une distinction qu'on a retrouvée dans les deux établissements, que sans doute vous partagez, chacun a ses typologies, mais une distinction entre l'absentéisme perlé, hein, c'est-à-dire que absence certains jours, absence à certains cours, et l'absentéisme lourd, c'est-à-dire continu sur plusieurs jours ou semaines, et bien évidemment, au bout d'un moment, synonyme de décrochage, c'est-à-dire de rupture de scolarité. Et puis l'absentéisme présentiel qui peut prendre deux formes. L'élève est physiquement présent dans l'établissement, mais en réalité, il n'est pas en cours. Il est dans les parties communes, il passe à l'infirmerie, enfin, il adopte des stratégies d'évitement. Et l'autre forme qui est plus préoccupante encore, qui a déjà été évoquée, c'est l'élève qui est présent en classe physiquement, mais qui est indisponible pour apprendre. Sur les représentations, qui étaient une entrée forte de notre étude, on se rend compte que dans les lycées d'enseignement professionnel, on a une problématique générale et une problématique spécifique. La problématique générale, c'est de lutter contre la spirale du décrochage liée à l'orientation subie et qui provoque démotivation, démobilisation, voire déscolarisation. Et puis une problématique spécifique qui est de prendre en charge les difficultés de toute nature, scolaires et extrascolaires, qui entravent les apprentissages des jeunes. Et par rapport à ces spécificités, cette dialectique entre le général et le spécifique, dans le lycée professionnel métier, on a une conception, là encore, classique, qui assimile la prévention à la réussite éducative. L'objectif est donc d'accompagner les élèves dans l'acquisition du fameux socle commun et d'améliorer les taux de réussite aux examens. Dans le lycée situé en ZEP, on a une vision qu'on appelait panoptique pour faire image de la prévention, c'est-à-dire que si on arrive à garder les élèves au sein des établissements, si on arrive à endiguer l'absentéisme, voire à favoriser le présentéisme, eh bien, on améliore presque mécaniquement les chances de réussite. Ce qui explique que les équipes péri-enseignement, et notamment les équipes de la vie scolaire, soient plus importantes dans ce lycée. Les représentations du décrochage, là aussi, je pense qu'elles doivent être partagées. La représentation dominante, celle que j'évoquais à l'instant, c'est le décrochage comme stade ultime de l'absentéisme. Mais on a aussi une représentation plus diffuse du décrochage comme un désengagement progressif résultant d'une orientation subie ou par défaut. Hein, alors, on reviendra peut-être dans les discussions sur la distinction entre orientation subie, qui résulte des mécanismes d'orientation et d'affectation post-collège, ou par défaut, qui renvoie plus au schéma de la carte scolaire. Et puis, on a une représentation non déterministe, j'insiste beaucoup là-dessus, des déterminants personnels du décrochage. Ce qu'on a observé dans les deux lycées, notamment au ZEP, c'est que les raisons médicales conduisent rarement au décrochage, parce que les établissements savent prendre en charge les différentes dimensions de ces problématiques, et que par ailleurs, les relations entre situation familiale et sociale et décrochage sont à la fois déterminantes, mais sans déterminisme. Et là aussi, il faudra le développer si vous le souhaitez, c'est-à-dire qu'à situation familiale et sociale égale, certains élèves décrochent, d'autres non.
Et enfin, je vais détailler, parce que c'est tout à fait central, une représentation plus impressionniste du décrochage comme risque individuel. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, parce que quand on fait la somme de tout ce qu'on a entendu dans les deux lycées, on se rend compte qu'on a tous les éléments du puzzle, et l'objectif, c'est un peu de les mettre en forme pour opérer une distinction entre trois natures de facteurs, hein, ce qu'on peut appeler les variables causales du décrochage, et notamment les facteurs scolaires et les facteurs extrascolaires que je viens d'évoquer, ce qu'on pourrait appeler les variables prédictives du décrochage, c'est toute une série d'indicateurs qui tiennent à la scolarité, au parcours scolaire, au comportement social et à l'équilibre personnel. Il y en a peut-être d'autres. Et puis, il y a ce que j'appellerais les variables annonciatrices ou prédictives, annonciatrices, c'est-à-dire tout ce qui peut, pour les enseignants, la vie scolaire, les directions des lycées professionnels, fonctionner comme des alertes d'un risque imminent ou d'un risque en cours de décrochage. Alors, par rapport à la problématique générale liée notamment à l'orientation subie, tout ce qui renvoie à la démotivation, la perte d'intérêt, la perte de sens, tout ce qui témoigne d'un début de démobilisation, notamment l'absentéisme perlé, mais aussi évidemment les problèmes de discipline, et puis ce qui traduit un début de déscolarisation, l'absentéisme lourd. Et enfin, pour ce qui est des problématiques spécifiques, tout un ensemble d'alertes, et certainement il en manque beaucoup, mais glanées au fil des entretiens avec notamment les enseignants, avec la vie scolaire, sur tout ce qui dénote des brusques changements dans la situation personnelle, scolaire de l'élève. Je vous donne un seul exemple. Une enseignante me disait, quand un élève connaît une baisse brutale de ses notes, et notamment de ses notes dans tous les domaines, c'est-à-dire que l'élève n'a aucun point fort, là, ça doit fonctionner comme une alerte. Ou alors un CPE qui me disait, pour ce qui est des absences, pas des absences lourdes, mais des absences justifiées au quotidien. Tant qu'un élève a entre 4 et 5 heures justifiées d'absence par mois, je ne m'inquiète pas. À partir de 10 heures d'absence par mois, je m'inquiète. Vous voyez, ce sont un ensemble de choses, mais ça peut être aussi les retards le matin, qui sont le signal peut-être d'un début d'addiction, et ainsi de suite. Chacun a ses alertes. L'intérêt d'une étude de ce type-là, c'est d'essayer au fond de voir jusqu'à quel point elles peuvent faire système. Et puis là encore, quand on observe tout ce qui se fait dans les deux établissements, on a tous les éléments d'une approche systémique de la prévention. Alors, j'utilise le cadre d'analyse des approches en termes de prévention pour distinguer la prévention primaire et la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est l'ensemble des actions qui sont destinées à limiter l'incidence d'un problème ou d'un risque par la diminution des causes et des facteurs de risque. Et puis la prévention secondaire, ce sont l'ensemble des actions qui sont destinées à réduire les effets des facteurs de risque sur les situations individuelles. Et là, on a un ensemble qui porte ses fruits, puisque dans l'exemple du lycée situé en zone professionnelle, sur les 5 dernières années avant l'enquête, le taux d'absentéisme est passé de 21 à 11%, et le taux de décrochage est passé de 12% à 5%, selon les indicateurs propres au lycée. Alors, pour ce qui est de la prévention secondaire en direction des élèves, c'est l'affaire de la vie scolaire, c'est l'affaire du GPDS, et on voit bien qu'il y a une double logique. Suivre les absences pour éviter que l'absentéisme ne conduise au décrochage, et il y a tout un ensemble de mesures quand on regarde les actions concrètes mises en place dans les lycées. Et la deuxième logique qui est suivre les élèves en cours de décrochage pour éviter les ruptures de scolarité. Et là, c'est l'affaire du GPDS. Quand on regarde la prévention primaire, c'est-à-dire essayer de limiter les facteurs de risque de décrochage, on a une première dimension à l'échelle des classes, donc qui renvoie plutôt à l'action des enseignants. La première, c'est d'anticiper les situations de démotivation pour prévenir les risques de démobilisation.
Et la seconde, c'est d'essayer de rendre les enseignements attractifs et accessibles pour favoriser à la fois le présentéisme et la réussite. À l'échelle de l'établissement maintenant, on a aussi tout un ensemble de mesures qui relèvent plutôt de la vie scolaire et des enseignants. La première logique, c'est de proposer tout ce qui peut permettre de limiter l'échec scolaire, accompagnement personnalisé, soutien scolaire. Et le deuxième ensemble de mesures, c'est tout ce qui contribue à améliorer le cadre de vie et d'études pour accroître l'attractivité du lycée. C'est-à-dire faire en sorte que les élèves viennent volontairement et non pas en traînant les pieds. Et enfin, la prévention primaire à l'échelle du bassin de formation. Là, il s'agit d'essayer de contrarier un peu les logiques d'orientation subies par défaut. Là, c'est ça passe par des actions d'information dans les collèges du bassin de formation sur les métiers et les filières du lycée. Ça passe par les stages passerelles que vous connaissez bien, qui permettent les réorientations et donc qui permettent de limiter les risques de décrochage. Et puis ça passe enfin, et là c'était propre au lycée situé en zone ZEP, par une campagne d'entretien systématique avec les élèves et leurs familles en amont des inscriptions pour vérifier la motivation. Et enfin, en conclusion, je voulais juste insister sur un point extrêmement important, qui est la question de la réflexivité. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans les lycées. Ce qui manque parfois, c'est la réflexion et la mutualisation de la réflexion. Le lieu institutionnel de la réflexion, c'est le GPDS. Mais ce que j'ai observé, moi, c'est que ce sont des instances très opérationnelles qui doivent traiter des situations individuelles et que le temps de la réflexion manque parfois. De ce fait, on a des lycées professionnels qui ont une doctrine interne, mais qui est plus ou moins partagée entre les différentes composantes de la communauté scolaire sur la prévention du décrochage. Et ce qu'on a observé dans les deux lycées, c'est notamment de la part des enseignants, mais parfois aussi de la vie scolaire ou des directions, c'est un déficit de réflexion collective, en particulier parce que les directions reprochent parfois aux enseignants de ne pas assez échanger entre eux sur leurs efforts en matière de pédagogie, et qu'à l'inverse, parfois les enseignants disent aux administrations, aux directions d'établissement de ne pas se mêler de ce qui constitue leur précaré. Je vous remercie. Je vais essayer d'être vraiment rapide. Merci pour cette expérimentation et les résultats de cette expérimentation. Juste une petite remarque et une question. La petite remarque sur la nécessité, sur les préconisations, nécessité de plus mutualiser les bonnes pratiques, de rendre les enseignements attractifs, etc. Le problème quand même, c'est qu'on est en pleine réforme de la voie professionnelle qui justement entrave ce genre de problème. On sait très bien que les profs de lycée professionnels avaient justement des enseignements assez novateurs depuis très longtemps, parce qu'on a toujours été obligé de s'adapter à un public, et qu'au fur et à mesure des réformes qu'on subit, on est hyper contraint, et justement, on a beaucoup de mal à faire le cœur de notre métier, et notamment sur aussi toutes les pédagogies qu'on avait mises en œuvre pendant des années et qu'aujourd'hui on ne peut plus mettre en œuvre. Et sur la mutualisation des réflexions, comme vous le savez, on n'a quasiment plus de temps avec tous les nouveaux dispositifs, tous les programmes ont changé, et je pense que ça rend très compliqué les choses, et qu'on est beaucoup plus face à des injonctions qui viennent du haut à mettre en place de l'individualisation plutôt qu'à essayer de la construire entre nous. Bon, ça c'était une remarque. Juste une question pour aller un petit peu au-delà de ce que vous nous avez présenté, et qu'on reste bien dans le sujet décrochage. On sait que c'est dans les lycées professionnels, malgré tout, qu'on a le plus fort taux de décrochage par rapport aux trois autres voies de formation. Vous avez évoqué aussi que votre étude pouvait traiter aussi de 2 CFA. Les chiffres officiels qu'on a de la DARES et du CEREC sur les CFA, c'est les ruptures de contrats d'apprentissage qui sont très alarmantes. Alors, je vais en parler même hors période de crise économique, puisque là, c'est vrai qu'on est face quand même à une crise assez dramatique, mais le taux de rupture chez les élèves mineurs, donc qui correspond à peu près à nos élèves à nous en lycée professionnel, les chiffres qu'on a, c'est 38%.
sur la globalité, avec des taux de rupture qui peuvent même aller à 50% dans certaines filières. Je pense à l'hôtellerie-restauration, dans les CAP. Donc, est-ce que vous pouvez déjà dire par rapport à cette expérimentation que effectivement le lycée professionnel est quand même plus protecteur du décrochage que l'apprentissage, qui est toujours présenté comme l'alpha et l'oméga de la réussite de la voie professionnelle? Alors, je peux répondre sans généraliser que ce qu'on a observé à l'époque, encore une fois, sur 2 lycées professionnels et 2 CFA, c'est effectivement que les lycées professionnels, comme vous le dites, sont plus protecteurs. Et que surtout, les problématiques, en réalité, sont très, très différentes. Vous l'avez tout à fait résumé. C'est-à-dire qu'en lycée professionnel, la question, c'est les ruptures de scolarité. Et en CFA, la question, c'est les ruptures de contrat d'apprentissage. Et donc, ça renvoie à la fois à des régimes de responsabilité très différents des CFA vis-à-vis des jeunes en apprentissage, puisque en réalité, l'essentiel se joue dans la relation entre l'apprenti et son employeur, et pas entre l'apprenti et son établissement de formation. Donc sur ce point, je vous rejoins, mais on ne peut pas généraliser ces observations sur la base des 4 établissements que nous avons investigués. Dans les documents que j'ai mis en ligne sur Framapad, il y a un bref, le 4 pages du CEREC, qui rend compte de l'étude et de la comparaison entre CFA et lycée pro.